Comme ça, des personnages un peu décalés, un peu paumés décalés et pas adaptables. Bah, moi je suis très heureux ce soir d'accueillir Dominique Moll et Gilles Marchand. On peut les applaudir. Allez. Voilà. Donc l'actualité, c'est la sortie en DVD et en Blu-ray de Dossier 137, un film avec Léa Drucker sur ce sujet-là, des gilets jaunes, des violences policières. Un film qui a eu un prix, Léa Drucker, qui a eu un prix, qui a eu un César. Le César. Il y a eu un César et il y a eu le César des lycéens aussi. César des lycéens aussi pour ce film. C'est aussi un succès. Le film précédent, c'était La Nuit du 12, qui t'avait fait connaître, pour ceux qui ne te connaissaient pas, mais qui a été un succès et critique et aussi au niveau des entrées en salle. Alors, est sorti à l'automne dernier, à la fin 2025, cet ouvrage-là. Et puis c'est bien, parce que comme ça on fait un tir groupé, puis on en parle. Secret derrière la porte, entretien avec Dominique Moll, que je conseille, qui est dirigé par Aude Lemeunier. Et c'est toujours intéressant, parce que c'est un entretien comme au long cours où on te rencontre dès les débuts. Et on traverse un peu tous les films, il y a un chapitre par film, mais moi j'aime beaucoup les introductions aussi. Qu'est-ce qui amène un réalisateur à faire ce métier. Puis à la fin, dans un dernier chapitre, il y a tout l'exercice qu'on fait un peu ici, de demander les films qui sont importants pour toi ou qui ont été formateurs, ou les réalisateurs comme ça un peu jalons. Et tu le fais de manière plus exhaustive encore dans tout un chapitre, donc c'est intéressant. Et ça, on se dit, tiens, ça on n'a pas vu, ça nous donne aussi cette matière-là. Donc voilà, peut-être on parle un peu du livre et puis après on bascule sur Dossier 137, si tu es d'accord ? Ouais, ça fonctionne. Ça marche, oui. Ouais. Oui, alors le livre, en fait, c'est donc Aude Lemeunier qui a mené ces entretiens et qui est à l'initiative du livre. Je l'ai rencontrée au moment du César des lycéens pour La Nuit du 12, parce qu'elle est donc enseignante en cinéma, enfin aussi bien en lycée qu'à la fac. Et elle avait écrit le dossier pédagogique pour La Nuit du 12 pour les lycéens, enfin pour le vote du César des lycéens. Et je l'avais trouvé très bien, donc voilà, on avait parlé, et puis elle m'avait demandé si éventuellement ça m'intéressait de faire un livre d'entretien, enfin tout en précisant qu'elle n'avait jamais fait ça, qu'elle ne connaissait pas d'éditeur, et moi non plus, donc bref. Donc on s'est un peu lancé là-dedans sans trop savoir où ça allait mener. Et puis une fois qu'on avait fait déjà un certain nombre d'entretiens, qu'elle les avait mis en forme, qu'on avait fait des allers-retours, etc., elle a démarché les différents éditeurs, et il se trouve que celui qui a répondu de façon plus enthousiaste, c'est une maison d'édition qui est basée à Aix-en-Provence qui s'appelle Rouge Profond. Guy Astic, oui. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'en fait, contrairement à beaucoup d'autres, c'est que c'est des livres assez richement illustrés. Et du coup, ça c'était très motivant parce que ça a permis de mettre, je pense qu'il y a plus de 500 illustrations, donc beaucoup de photogrammes, de mes films, mais aussi d'autres où on met en parallèle des scènes de... par exemple une scène de Lemming avec une scène des oiseaux, de Hitchcock, etc. Et l'idée, ce qui me plaisait dans l'idée, c'était d'en faire un objet assez pédagogique, qui à la fois soit une sorte de voyage à travers mes films, mais qui parle de la fabrication, comment on réfléchit à la fabrication d'un film, qu'est-ce qui est important, l'histoire de point de vue, d'identification, de découpage, toutes ces choses-là, que ça soit pas juste
une suite d'anecdotes rigolotes. Enfin, d'ailleurs, il n'y en a pas du tout dans le film, dans le livre. Mais attends, alors non, alors mais alors j'ai envie de te contredire, c'est très bien, tu me tends une perche, parce qu'il y a eu des premiers films, donc les premiers souvenirs, c'est la question que je pose, mais la réponse est dans le livre. Donc il y avait Il était une fois dans l'Ouest et Les Oiseaux comme premier film. Et alors je viens à l'anecdote où tu étais quand même, t'avais peut-être vu Un amour de au fameux Métropole, parce que j'ai pas dit que tu étais de l'Est de la France, Baden-Baden. Enfin, c'est même l'Allemagne. Oui, voilà, c'est ça. C'est très à l'Est de la France. Je disais de façon un peu euphémisée. Voilà, mais voilà. Donc, et tu nous parles du Métropole Kino, voilà, qui est un peu ton cinéma paradiso à toi. Et tu étais allé voir La Coccinelle va à Monte-Carlo, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, oui, parce que c'était en fait une fois par an, c'était la journée des banques qui essayaient d'attirer les jeunes pour qu'ils ouvrent des comptes bancaires, et donc ils offraient des cadeaux, et un des cadeaux c'était une séance gratuite d'un film donc plutôt populaire, donc c'était effectivement Une Coccinelle à Monte-Carlo, un truc comme ça. Et après le film, on avait vu qu'il y avait un autre film interdit aux moins de 18 ans, et donc avec un copain, on savait pas trop ce que c'était, mais on s'est dit bon, ça doit être nous on devait avoir 14 ans ou même pas, je sais pas. Et donc on s'est caché dans les toilettes du cinéma en attendant que l'autre séance commence. Et donc on est arrivé, le film avait commencé, donc on savait pas du tout ce que c'était et on comprenait rien. Enfin c'était un truc très très décadent dans le Rhum, dans la Rome. Des têtes qui roulent. Des têtes coupées, des orgies, des trucs, voilà. Et puis, en fait, on avait très peur d'être pris quand même. Et puis, quand on comprenait rien, au bout d'une heure, on est parti. Et pendant très longtemps, j'ai pas su ce que c'était. Et c'est que, je sais pas, il y a une dizaine d'années que j'ai compris qu'en fait c'était le Satyricon de Fellini. Et voilà. Donc du coup je l'ai revu en me disant ça va déclencher un truc incroyable, mais en fait non. D'accord. Pas du tout une Madeleine érotique, voilà. Mais non, est-ce que je trouve ton parcours intéressant. Bon, j'ai pas dit que tu avais fait l'IDEC, l'ancêtre de la Fémis, mais c'est comment dire, tu vas au cinéma, tu découvres aussi le cinéma via la télé. Tu vois la télé, moins, non, mais enfin disons que c'était une curiosité, comment dire, progressive. Enfin, j'allais un peu au cinéma, j'étais pas un énorme cinéphile non plus, mais dès le début, très vite, il y a eu quand même une curiosité sur comment ça se fait, comment on fait un film, comment ça se conçoit, comment ça se fabrique. Et donc j'essayais en allant au cinéma de comprendre ça. Enfin, il y a effectivement une autre anecdote où j'étais allé, parce que c'était donc en 81, j'avais donc 19 ans, c'était la sortie de Shining, ou 81 même, 80 même, enfin bon, bref. Et donc je l'avais vu une première fois et je m'étais dit je vais le revoir et je vais essayer en direct de dessiner tous les plans dans la salle de cinéma pour pouvoir l'analyser après et voir comment on fait un découpage de film. Et sauf que, au bout de 5 plans, j'arrivais plus à suivre, donc j'ai laissé tomber. Mais voilà, il y avait cette curiosité-là, en fait, de comprendre. Et c'est vrai que dans cette démarche-là, il y a le livre des entretiens Hitchcock-Truffaut qui a été vraiment déterminant parce que il parle que de ça, quoi, de qu'est-ce que c'est la narration cinématographique, comment on conçoit le découpage d'une scène, quelle influence a le jeu des comédiens, de la musique, de la lumière, enfin tout. Et, il y a quelque chose qui est très construit, quoi. Voilà, quelque chose de très construit, de très concret aussi, parce que à l'époque, je m'étais aussi abonné au cahier du cinéma, je comprenais rien et je me disais ça doit pas être pour moi, enfin c'est trop conceptuel, et là tout à coup c'était très très pratique, quoi, très concret. Ouais, mais c'est ça, c'est intéressant de voir les différents parcours et par quoi on arrive au cinéma. Certains c'est par la littérature ou par certains réalisateurs, et je trouve que les entretiens Hitchcock-Truffaut, vraiment, c'est vraiment par le menu Truffaut qui est une sorte d'expert absolu de l'œuvre d'Hitchcock, mais il connaît presque mieux les films d'Hitchcock qu'Hitchcock lui-même. Oui. Et il interroge sur chaque film par le menu.
Et moi, il y a toujours une anecdote, par exemple, c'est la différence entre surprise et suspense. La différence entre la surprise et le suspense, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a des choses comme ça. Le fameux MacGuffin dont il parle, donc des concepts comme ça qui sont importants dans le cinéma de genre, et pas seulement. Qui sont presque des outils d'une boîte à outils de la fabrication. Oui, pardon. Qui sont presque des outils de la boîte à outils de la fabrication des films, quoi. Et ça permet presque de commencer à jouer mentalement, à fabriquer des choses, quoi. Mais attends, regarde le micro, Gilles. Alors, je t'ai pas présenté parce que tu es réel. Non, mais t'as rien à voir. Mais non, mais on va faire participer tout le monde. Non, mais tu es réalisateur de tes films, Qui a tué Bambi, Dans la forêt, c'est ça, hein, voilà, et j'en oublie un. L'autre monde, film très important, non mais visionnaire, que je conseille, qui est épuisé, mais moi que j'aime beaucoup. Et donc, vous vous êtes rencontrés à l'IDEC. Alors, petite parenthèse, avant l'IDEC, tu es allé à Paris 8, tu as voyagé aux États-Unis, à New York, où tu es resté 2 ans et tu as fait une école de cinéma. Ouais. Ça a été formateur aussi, et ça t'a appris des choses. Tu en parles, tu mets ça en regard avec des films. Oui, disons que c'est là-bas que j'ai réalisé, mais enfin bon, j'avais fait des petits essais, courts-métrages en Super 8 dans mon coin, mais aux États-Unis, enfin à New York, c'est là que j'ai réalisé mes premiers courts-métrages, et avec une petite équipe, avec des comédiens, etc. Et c'est là que c'était des muets. Alors les tout premiers exercices, c'était des exercices muets, ça me plaisait beaucoup, c'est-à-dire que c'était des petits films d'1 minute et demie, quoi, mais où il fallait, on n'avait pas le droit au dialogue, il fallait raconter quelque chose de façon complètement visuelle, et je trouve que c'est un très, très bon exercice. Après, il y avait aussi des films avec du son et des dialogues, mais c'est là où j'ai compris que c'était une forme d'expression artistique qui me plaisait beaucoup dans tous les différents aspects, où je me retrouvais, qui me correspondait. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que Hitchcock vient du muet. Oui. Et beaucoup de grands réalisateurs, Ozu, Ford et tout ça, viennent du muet et ont élaboré aussi leur langage cinématographique sur cette... Oui, bien sûr, et c'est ce qui est intéressant dans le livre d'entretien, Hitchcock-Truffaut aussi, parce que comme il vient du muet, du coup, tout son langage cinématographique part de ça aussi, d'une expression purement visuelle, et c'est ça qui est passionnant aussi. Oui. États-Unis, et après tu reviens en France et tu fais l'IDEC. Voilà, c'est ça, je passe le concours de l'IDEC en même temps que Gilles. Et du coup, on s'est rencontrés pendant le concours déjà. Ouais. Ah oui, d'accord, ça a matché même avant d'y rentrer. Voilà. Ouais. Gilles, quel souvenir t'en as de cette rencontre avec Dominique Disons que la dernière partie du concours, c'était un truc assez marrant parce que c'était presque une colonie de vacances. On était pendant 1 semaine à Choisy-le-Roi dans une auberge de jeunesse. On était, je sais plus combien, une cinquantaine. Oui, 60. Et il n'en resterait que 20. C'était le love story avant l'heure. Quoi. Et pendant 1 semaine, alors à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, tout ça, ni d'internet, tout ça, on n'avait pas le droit de passer des coups de fil à l'extérieur, vraiment. On devait. Oui, donc c'était vraiment le loft, quoi. Oui, sauf que c'était pas filmé. Mais on avait un certain nombre d'épreuves, de trucs, on devait rendre. Voilà. Donc il y avait on était dans une espèce de dortoir avec des lits superposés, des trucs. C'était assez rigolo, ça fumait beaucoup. Il y avait pas qui fumait d'ailleurs, mais disons que c'était plutôt la tête qui fumait. On était il y avait ceux qui essayaient de pas dormir du tout pour avoir plus de temps. Nous, on était plutôt dans l'option quand même raisonnable on fait nos petites nuits. Mais on s'est retrouvés plusieurs fois, côte à côte, assis pour différentes épreuves dont on gérait nous-mêmes le timing d'une certaine manière. Voilà, et donc on s'est mis à bavarder. J'ai fait des blagues idiotes sur l'heure de rendu qui était passée alors que c'était pas vrai. Et puis du coup, comme on a été reçus tous les deux, on s'est retrouvés en début d'année. Et très vite, en fait, ça fonctionnait un peu par petits groupes parce qu'on tournait à tous les postes
pour fabriquer l'école, c'était très très vite de la pratique. On tournait au bout d'un mois et voilà, et chacun faisait le son, tournait à différents postes sur les films des camarades. Et donc on était dans le même groupe et on a fait ça presque sur l'ensemble du cursus, où on a toujours été dans les mêmes équipes, ce qui fait qu'on a beaucoup expérimenté d'occasions, de travail, de réflexion, puis de venir. Et par la suite, d'une certaine manière, on a juste continué un peu ce mouvement-là, quoi, à travailler sur les films de l'un et de l'autre. Et de l'autre, Harry, un ami qui vous dit bien, tu as co-scénarisé, et Qui a tué Bambi, qui est une sorte pas film jumeau, mais qui, voilà. Tu as travaillé sur Qui a tué Bambi. Et là, jusqu'à Dossier 137, vous travaillez. Et donc, comment est-ce que vous travaillez concrètement tous les deux un scénario comme disons que alors à un moment donné il y en a un qui a une idée, en disant voilà, moi je me disais tiens, ça serait intéressant de partir de cette idée-là, de cette situation-là. Alors ça peut être, par exemple pour Harry, c'était l'idée d'une rencontre de deux anciens camarades de lycée dans les toilettes d'une station-service et un qui a une vie de famille, qui a un peu du mal à joindre les deux bouts et à gérer tout ça, et l'autre... qui est un psychopathe. Non. Justement, au début, non. C'est venu pendant l'écriture, justement. Oui, mais au début... Voilà. Non. Voilà. Au début, il était juste un peu lourd et après, ça s'est... après, vous avez revu Shining ensemble et voilà. C'est ça, ouais. Mais c'est beaucoup Gilles qui a poussé à ça. Moi, j'étais contre. À l'époque, il y avait une publicité au cinéma pour des marques de cacahuètes et de cacahuètes sucrées. C'était Balzen, un truc allemand d'ailleurs. Et où la publicité, c'était un monsieur qui, dans l'usine, arrêtait pas de donner des coups de coude aux ouvriers pour qu'ils mettent plus de sucre, maintenant ça passerait plus. Hein. Mais voilà. Et on disait Balzen, c'est Monsieur Plus. Et donc Dominique me disait, tu fais un peu Monsieur Plus, à toujours en rajouter un peu du sucre, du sel, du piment. Oui, mais c'est ce qui fait aussi qu'il y a quand même un goût ou une pente pour le cinéma de genre aussi, qui a un cinéma qui vous... c'est un goût commun quand même. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est vraiment quelque chose qu'on a partagé depuis le début. Hitchcock, bien sûr, mais aussi... Là, vous parlez souvent de Lynch quand même. Lynch et Hitchcock, qui sont quand même deux cinéastes référents, importants, qui sont des sources d'inspiration aussi. Absolument, c'est un regard qui est quand même tourné vers ce type de cinéma, vers le cinéma américain aussi. Cinéma noir, cinéma de genre américain. Oui, c'est vrai. Il est anglais. Il est anglais. Mais les films dont on parle sont... Oui. Mais c'est bon. Hitchcock et Lynch, c'est tellement énorme. Et puis en plus, je pense que vraiment Lynch est le fils caché d'Hitchcock. C'est moins caché aujourd'hui. Mais moi, j'ai mis très longtemps à réaliser à quel point c'était une continuité ça paraît beaucoup plus barré, onirique, tout ça, mais en fait, les blondes, les brunes, il y a des tas de choses qui sont le côté mental, la surprise et le suspense. Il y a beaucoup de choses en commun. Après, c'est des tels monuments que nous... c'est à la fois une forme... il y a forcément une dimension d'inspiration, mais c'est aussi... on regarde... on continue à voir leurs films, mais on cherche plus à s'en inspirer. C'est-à-dire, c'est trop... c'est comme si, des gens qui font des Mickey disaient oui, Léonard de Vinci, ça m'inspire beaucoup. C'est énorme, quoi. Donc, il y a
il y a aussi beaucoup d'autres cinéastes importants ou de films ponctuels, tout ça qui nous. Enfin, je voyais sur la table qu'a préparé Dominique Reality, par exemple, qui est, si je dis pas de bêtises, un premier, pour l'instant, unique film de la réalisatrice. Moi, ça n'arrête pas de me travailler, de m'inspirer, alors on aura moins l'occasion de la citer en référence, tout ça. Enfin, c'est la façon dont on se sert de ce qu'on voit et de ce qu'on a vu, elle est finalement pas très hiérarchisée, quoi. Alors après, il y a des grands maîtres et ces deux-là. Alors, c'était pas tant pour être ultra révérencieux ou dire, voilà, vous mettre dans une case ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il y a, c'est que ça vous donne des outils et dans la fabrication de votre film et dans la façon, toi, ce qui t'a attiré vers le cinéma et comment tu t'es dit, j'y ai ma place et j'y trouve ma place, c'est dans ce plaisir-là aussi de fabriquer des films. Et pour les fabriquer, il faut quand même commencer par les écrire. Donc, on parle de dossier 137 ou pour prendre un exemple concret, comme ça, voilà. Parce que, alors, encore une fois, le livre, il traverse tous les films, donc vous aurez de la matière, voilà, pour ceux qui vont bien acheter le livre. Mais pour dossier 137, comment ça vous est venu ? Comment cette idée-là, cette période-là, et comment concrètement vous avez travaillé ? Alors, je pense, enfin, parce qu'en fait, je me souviens plus exactement parce qu'il y a eu plusieurs choses qui m'intéressaient. Enfin, suite à la nuit du 12, ça m'avait, enfin, même si après les premières pistes qu'on a explorées, ça, c'était pas du tout dans le milieu de l'institution policière, c'était même d'autres choses, quoi. Donc, mais l'idée d'explorer comme ça cette institution policière qui est quand même assez riche et intéressante, ça restait toujours dans un coin de la tête. Et notamment au sein de la police, l'IGPN, donc la police des polices, parce que je trouvais ça intéressant aussi parce qu'on n'en savait pas grand-chose et qu'il n'y a jamais eu de film réellement là-dessus, enfin qui s'y consacre entièrement. Si, les bœufs carottes avec Philippe Noiret. Oui. D'accord. C'est ça. Que j'ai pas vu. Donc, je crois. Mais, oui. Mais qui était une série, je crois. Non, ça a été un film. Ah non, les ripoux. Non, parce que les ripoux, c'est une série avec Jean Rochefort. Ah, tout à fait. Donc voilà, tu as raison, Dominique, il n'y avait pas de film, mais il y avait eu une série. Voilà. Mais pas directement, ça, pour le coup, on l'a revu consciencieusement. Mais c'est sur les ripoux plus que sur oui. Donc d'accord, non, excuse-moi, c'était... Voilà, donc il y avait cet intérêt-là, et puis il y avait aussi l'intérêt pour le maintien de l'ordre, pour les violences policières, parce qu'on en parlait quand même de plus en plus. Enfin, j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là, c'était en 2000, enfin c'était il y a 3 ans, quoi, un peu moins, peut-être 2023. Donc c'était au moment des manifestations contre la réforme des retraites, enfin où il y avait aussi pas mal d'affrontements, de violences policières, etc. Voilà, et donc j'ai en fait dans un premier temps, enfin j'ai commencé à en parler à Gilles, mais dans un premier temps j'ai déjà fait tout un travail de recherche et de documentation que j'ai fait un peu en amont. Mais de documentation de presse, presse écrite. Alors oui, enfin aussi bien presse, enfin de voilà, Mediapart, relire des enquêtes comme ça au long cours sur des cas de violences policières un peu emblématiques, et puis mais aussi des rencontres avec des avocats, avocats de policiers, avocats de victimes de violences, magistrats, de familles de victimes aussi, mais le plus important, c'était quand même de voir si j'arrivais à mettre un pied au sein de l'IGPN. Et j'ai fait une demande, j'y croyais pas trop, mais bon, j'ai eu l'autorisation d'y passer une semaine. Enfin, au début, c'était un jour, et puis enfin, c'était pas très clair, en fait. Oui, assister à une réunion, et puis après... J'ai dit, mais je peux revenir demain. Donc, ils ont dit, oui, bon, d'accord. Et finalement, j'y suis resté une semaine. Mais La Nuit du 12 était un film qui avait été quand même plutôt bien perçu par la corporation. Oui, par la police. Oui. Donc ça a aidé, ça c'est clair. Enfin, et voilà,
Mais après, ils m'ont rien demandé. Ils m'ont pas dit, mais qu'est-ce que ça va être. Enfin, je leur ai dit, ça va être sur une affaire de maintien de l'ordre. Je savais pas laquelle. Et d'ailleurs, celle dans le film, c'est nous qui l'avons fabriquée, même si elle est inspirée de plusieurs affaires. Bref, donc il y a eu tout ce travail. Donc c'est quelques jours d'immersion. Et puis une fois que j'avais amassé pas mal de matériel, j'en ai fait part à Gilles. Et puis à partir de là, enfin, comme tu demandais tout à l'heure comment concrètement ça se passe, on est ensemble dans la même pièce et on discute, quoi. Enfin, on échange, on parle, dans la cuisine de Gilles. On a quand même depuis maintenant quelques films un truc qu'on fait et qui est pas mal, qui est que pour amorcer vraiment les choses, on s'isole, on loue un truc quelque part en France qui est à la fois pas trop désagréable, mais pas trop non plus sans tentation, disons, où il y a juste la possibilité de faire des marches pour nous aérer. Et pendant, là c'était une semaine même, ou un peu plus, une grosse semaine, on fait vraiment, on n'est que tous les deux, et on ne fait que écrire, ou pas écrire, mais penser à ça, noter des trucs, que là-dessus. Ce qui permet quand même de poser une espèce de base assez solide, de franchir un palier. Parce que c'est vrai que très vite, quand on est près de ses amis, de la famille, qu'on va au cinéma, qu'on se disperse un peu, voilà, et qu'on a le sentiment que c'est quand même important pour ça avoir avec quand même peut faire de la plongée, enfin aller chercher un truc un peu profond, et que pour y aller, il faut au moins amorcer un truc assez fort. Et après, le travail, c'est c'est du quotidien, une forme de ténacité. Et après, alors sur le ping-pong, on est effectivement dans la même pièce, comme dit Dominique, et on chacun sur son ordi, et en se laissant plutôt pas mal de marge. Enfin, Dominique ne me demande pas fais ci, fais ça, ou on évoque des choses, on se les répartit, mais de manière assez libre, et on fait, comment dire, pousser les choses là où on a un peu d'inspiration, d'envie, donc ça peut être des scènes qu'on a évoquées puis qui nous inspirent, ça peut être de réfléchir un moment à une forme plus courte, un synopsis, mais c'est assez peu méthodique, enfin même si ça devient une petite méthode à nous, mais c'est plutôt une forme de liberté, tout en se disant que ce qui est d'arriver quand même à une version du scénario assez vite, quoi. C'est-à-dire qu'on passe pas par des traitements non dialogués, puis on essaye de faire des scènes, et Dominique, qui est très attentif à la structure avec ses scènes, il est toujours en train de les repenser pour la structure générale du film, mais ce qu'on sort, c'est quand même la première chose, c'est presque le scénario. À part sur cette première semaine où il y a des scènes et puis une espèce de je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une note d'intention, mais une direction, quoi, qu'on peut partager avec la production. Oui. Non, ce que je voulais juste te demander, quand vous partez vous isoler, vous êtes à quel moment vraiment de l'écriture ? C'est-à-dire, les rails sont déjà quand même posés, ou bien vraiment, vous savez quand même déjà... On sait qu'on va le faire. Non, mais donc on a quand même un sujet. Non, mais vous avez déjà l'idée. Enfin, je veux dire... un truc où on se dit, il y a de quoi y penser. Oui, c'est pas... Enfin, là, par exemple, c'était pas dès le premier jour, enfin, où j'ai dit à Gilles, voilà, on va travailler là-dessus, allez hop, on se met au vert. Enfin, il y a eu quand même, je sais pas, c'était au bout de 3 semaines, ou enfin, il y a quand même déjà des échanges. Il y a déjà quand même une base, voilà. On a envie de sortir quelque chose, quoi, voilà. C'est ça, Et moi, ça m'intéresserait de savoir si vous faites vraiment un ping-pong. Est-ce que ça peut arriver qu'il y en ait un qui soit un peu en panne sur quelque chose, et d'un seul coup, l'imagination de l'autre le relance sur une piste ?
On essaye de jamais être en panne, justement. Mais donc ça peut c'est pour arriver. ça qu'on. Oui, mais l'idée, c'est plutôt que si on est en panne sur une scène, on passe à une autre. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que c'est pas d'essayer à tout prix de sortir ce truc-là, ça coince, il faut y aller, tout ça. C'est plus de dire, on sait qu'il y a une confiance dans la. Ah, bon, là, il y a de la matière, il y a ces documents, il y a une forme Non, mais moi, d'inspiration. je me référais plus à l'imaginaire, à la méthode, au complément de sensibilité, d'imaginaire et de construction. Bah, évidemment qu'il y a un côté complémentaire, en tout cas. C'est vrai que il y a des endroits où on est, comment dire, productifs tous les deux, mais il y a des choses où on sait qu'on peut s'appuyer. Enfin, je disais tout à l'heure sur la structure, pour le coup, je rebondis sur des propositions de Dominique, mais je suis jamais le premier à dire il faut faire ci, il faut faire ça sur l'ensemble. Enfin, non, mais par rapport, par exemple, concrètement là, sur dossier 137, quand est-ce qu'est apparu, tu parlais de la question du point de vue, le personnage qui est joué par Léa Drucker, alors déjà première question, quand est-ce qu'est apparu le personnage ? Quand est-ce qu'est apparu que ce personnage était attribué à Léa Drucker, ce qui peut être aussi un moteur d'écriture, de fiction, de possibilités de jeu. Voilà. Quand est-ce que, parce qu'elle est quand même centrale, c'est quand même le personnage par qui on rentre dans l'enquête et avec lequel on a plus avec lequel on peut se projeter dans cette réalité-là. Et vu que tout le film est quand même une question de point de vue et de vérité et de vérité au pluriel, voilà. Quand est-ce qu'elle apparaît et quand est-ce que Léa Drucker apparaît, voilà. Alors le personnage, enfin quasi tout de suite, parce que aussi, enfin le fait que j'ai fait cette immersion et que ce soit une femme, aussi. Oui, et que pendant cette immersion, j'ai surtout échangé avec des enquêtrices plutôt qu'avec des enquêteurs, enfin notamment une, alors qui est pas un modèle pour le personnage, mais quand même ça a joué, et donc ça c'était clair dès le début que ça serait une enquêtrice femme, parce que ça correspond aussi à une réalité, parce qu'à l'IGPN, il y a une proportion assez élevée de femmes, enfin, contrairement à d'autres services de police. Et aussi, ça nous semblait assez naturel, parce que l'enquêtrice de l'IGPN, elle est confrontée au point de vue de tout le monde. Enfin, elle rencontre aussi bien les victimes qui viennent porter plainte, que des témoins, que les policiers mis en cause, etc. Donc elle est vraiment naturellement un personnage central, alors que si on avait raconté toute l'histoire du point de vue de la famille des victimes, les victimes, ils n'ont pas accès à grand-chose, en fait. Donc, ils sont là avec leur souffrance, mais c'est tout. Alors que là, ça nous permettait d'éclairer plein d'aspects de toute cette... Sur le fait que ça soit une femme, il y avait aussi très vite l'intuition que face à des policiers qui sont, pour le coup, pour la plupart, ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre, c'est souvent des hommes, et leur hiérarchie aussi. Et donc l'idée qu'elles soient pour des auditions face à des hommes, et souvent des bonhommes, ça créait une tension particulière, on sentait qu'il y avait quelque chose à en tirer. Et puis il y avait le plaisir aussi, puisque Dominique n'avait jamais réalisé un film où le point de vue féminin était le point de vue principal. C'est aussi évidemment quelque chose qui nous rendait, qui était un moteur, quoi. Voilà, donc ça a été décidé très vite. Et oui, ça c'était vraiment dès le début. Enfin, quand on part s'isoler, on sait déjà qu'il y aura cette femme. Voilà, c'était l'idée. Voilà, une enquêtrice au sein de l'IGPN qui enquête sur un cas de violence policière et qui essaye de bien faire son travail, et voyons si elle va y arriver ou non. Voilà. Et Léa Drucker, c'est arrivé en cours d'écriture. Enfin, parce que bon, comme on écrit et qu'on est tous les deux réalisateurs, forcément, on n'a jamais écrit pour quelqu'un, mais il y a un moment pendant l'écriture où on se dit, où on va voir un film, où on voit tel comédien ou telle comédienne, et
c'est comme un jeu, quoi. On se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer un tel ou une telle dans le rôle et après, ça prend ou ça prend pas, ou c'est une idée qui reste ou qu'on oublie. Et Léa Drucker, j'ai quand même pensé, alors je ne saurais pas te dire exactement, mais en cours d'écriture. Enfin bon, j'avais déjà travaillé. Tu l'avais vu en quoi dernièrement qu'est-ce que tu avais de frais en tête Moi, j'avais travaillé avec elle une fois déjà sur des nouvelles de la planète Mars, mais elle avait un petit rôle. Enfin, elle avait 2 ou 3 jours de tournage. Et après, bon, j'avais continué à suivre sa carrière, et enfin notamment, bon, jusqu'à la garde. Le Breya aussi, non? C'était le Breya l'été dernier. Voilà. Voilà. Et à un moment donné, je l'ai imaginé dans ce personnage, et puis justement c'est resté, puis ça ne m'est plus sorti de la tête, et donc à la fin c'est presque un peu comme si on écrivait pour elle quand même. Enfin en tout cas, dès qu'on a eu une première version satisfaisante du scénario, je lui ai fait lire, et elle a dit oui tout de suite, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'on passe un tout petit extrait du film, oui. Comme ça, pour se remettre tous dedans, pour ceux qui l'ont pas vu, chaque fois qu'on voit cet extrait, on est quand même, ce sont des scènes qui sont mobilisantes, on va dire, où la question, il y a beaucoup de choses, il y a comment dire, la charge quand même politique du film, même si on veut être dans une sorte d'axe de neutralité, ou de se dire voilà, on est forcément convoqué, et la question de qu'est-ce que les images disent, qu'est-ce que chacun voit, donc la notion des vérités, et qui est présente dans le film. Alors comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus, et comment même en allant vers le film, en se disant on ne peut pas faire un film sur ce sujet, un film qui soit apolitique, quoi. Oui, non, enfin à partir du moment où on traite ce sujet-là, c'est forcément politique. Alors déjà, une des choses qui m'avait frappé quand j'étais à l'IGPN, mais même aussi en lisant toutes les enquêtes, c'est l'importance des images et des vidéos. À l'IGPN, les enquêtrices et les enquêteurs passent énormément de temps à visionner des vidéos, à essayer de trouver des plans où on verrait ce qui s'est passé, dans l'affaire qu'ils instruisent, etc. En gros, s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'enquête, quoi. Où l'enquête s'arrête, parce que ça va être la parole d'un policier contre la parole d'un manifestant, et dans ce cas-là, le manifestant a peu de chances d'être entendu. Mais c'est quand même toujours, c'est toujours un scandale de se dire qu'il y a une asymétrie telle quand même. C'est-à-dire que déjà, quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'affaire, quoi. Ah bah oui, non, mais c'est un fait, quoi. Alors parfois, il y a parce que en plus c'est faux de dire, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que parce que les policiers sont assermentés, leur parole vaut plus que celle de quelqu'un d'autre, ce qui est faux. D'un point de vue légal, c'est pas vrai, quoi. Mais dans les faits, c'est ça. Toutes les affaires qui ont pu mener éventuellement à des mises en examen ou des procès, c'est parce qu'il y avait des vidéos, et que maintenant, avec les réseaux sociaux, comme ça peut circuler aussi, et que ça peut créer un certain émoi dans la population. Du coup, les autorités sont un peu obligées d'y aller. Mais donc, en tout cas, on a vu que les images et les vidéos de différents supports, parce que ça peut être là, c'est une vidéo filmée par une femme de chambre à partir d'un hôtel, mais c'est aussi les vidéosurveillances de la préfecture de police, ou plein de supports différents, des images de smartphones filmées par des manifestants. Tout ça a une grande importance, et nous, on a su aussi dès le début que ces vidéos-là allaient être des éléments importants dans l'enquête, et allaient permettre de franchir des paliers. Et aussi, il nous semblait qu'il y avait quelque chose de très cinématographique de voir ces enquêtrices, ces enquêteurs scruter ces images et essayer de voir ou de comprendre ce qui a pu se passer. Mais l'idée même que la vérité soit dans
les images est une question de cinéma. Antonioni, voilà, Blow Up, ou plus on agrandit, chercher, moins on voit. Quoi. Oui, puis on est à une époque où ça ne fait que s'accentuer, sauf qu'on va avoir la bascule, enfin on l'a déjà avec l'intelligence artificielle, l'image ne veut plus rien dire. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Mais jusqu'à présent, on compte sur les images pour... Mais alors, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a plein de logiques. Il y a la logique des images, c'est-à-dire que l'image dit la vérité. Si on n'a pas d'image, il n'y a pas de vérité. Et il y a une logique administrative aussi, procédurale, qui sont les faits. Les faits, c'est-à-dire ce qui compte, ce sont les faits. C'est-à-dire qu'un policier qui peut mentir de manière éhontée, c'est un fait, c'est sa position. Et elle est pas. Il y a quelque chose comme ça de procédure contre ou de disque vérité contre vérité qui est à l'œuvre et que vous mettez en scène par la voix off, par la machine à écrire. Disons que sur la question, parce que c'est presque troublant quand on voit dans le film que face à des images où, de manière à peu près unanime, on voit quelqu'un donner un coup de pied. On voit le policier faire des circonvolutions pour ne pas le reconnaître aussi simplement que ça. Nous, ça nous a frappé de ce que dans presque toutes les affaires et dans les dossiers d'instruction qu'on a pu lire, les échanges qu'on a pu avoir, il y a un aspect stratégique de défense des policiers qui est de toujours oralement dire on voit pas bien, c'est pas lisible, il y a un doute, là la caméra dans cet angle-là donne cette impression-là, qui sont des choses qui pourraient être parfois vraies, qui des fois devant les images qu'on voit, on se dit là vraiment, mais ça crée du doute, d'autant qu'il y a, je pense, dans la dimension stratégique, quelque chose qui est parfois de ce que, en matière de justice, il y a les procès, ils ont une durée déterminée, on n'a pas forcément le temps, et techniquement, le fait de lancer la vidéo, tout ça, c'est du bordel. Et donc, je pense vraiment que d'un point de vue de défense, les avocats et les syndicats de policiers ont théorisé le fait que de ne jamais reconnaître cet or. Alors on voit au début du film le type qui a lancé le pavé, lui, il le fait en disant oui, c'est pas tout à fait la direction. Enfin, mais c'est une façon de compliquer. Où le doute profite à l'accusé. Le doute, c'est un principe de la justice. Et ça fonctionne, quoi. Enfin, plus ou moins, mais jusqu'à présent, ça a quand même fonctionné. Alors ça commence, on voit, là, il y a eu il y a quelques jours une première affaire où un policier a été lourdement condamné pour la mort d'une personne. Le fait que les policiers aient beaucoup menti pendant l'instruction a plutôt joué au moment du procès en la défaveur du policier. Ouais. Pardon d'intervenir. Merci. En fait, on parle de l'image dit la vérité, et il y a un espèce de précédent qui est l'affaire Rodney King, où on a cette personne de couleur passée à tabac, et avec ce procès fleuve les images ont été montrées, et les flics et avec cet acquittement qui a causé quasiment l'apocalypse à Los Angeles, il y a cette espèce d'effet, oui, l'image. Enfin, les faits peuvent être là, mais selon la défense, selon le contexte, voilà, les flics vont toujours jouer sur le contexte, et ça très clairement. L'affaire Naël, tout récemment. Voilà. Alors, parce qu'il y a une vérité de ce que les images peuvent mentir, on le sait aussi. Donc, de mettre le doute en disant oui, mais on voit pas bien, ça, c'est une façon de rappeler de manière, au départ rusée, enfin, mais
Mais il faut, mais c'est évidemment souvent, il y a pour la question, pour l'ordre public, la crainte que si on donne tort à la police, ça foutra du chaos supplémentaire. Donc, mais bon, c'est donc jusqu'à quel point la société supporte un déséquilibre dans ce sens-là, jusqu'à ce que... Moi, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, nous, ça nous frappait, presque, si on revient au côté cinéma, de confronter le spectateur à des images. Nous, dans la salle, enfin dans les salles, quand le film passe, on sent que les gens sursautent sur les mensonges... ça fait même rire. Policier. Ça fait même parfois rire, oui, de plus ou moins nerveusement, ou de se dire non mais là... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe aussi simplement que ça, quoi. Enfin, c'est pas... Mais là, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est que il y a le film que vous faites sur ce personnage, sur Léa Drucker, qui enquête. Bon, elle-même est confrontée à des images qu'elle montre aux policiers, et en même temps, il y a les images faites par la femme de chambre et par les caméras de surveillance. Donc c'est le film dans le film. Donc ce qui est très intéressant au niveau de la construction, moi j'ai trouvé fascinant, c'est la rigueur de la construction, les points de vue jamais lâchés, quoi. C'est imbriqué, quoi, quand même. Et c'est à la fois mené comme une espèce de polar, mais complètement documenté, complètement ancré dans une réalité sociale. Et c'est ça, c'est fortiche, quoi, quand même. Merci. Non, mais ça nous fait plaisir parce que c'est vrai que ça reste un polar, comme vous le dites, quoi. Enfin, c'est une enquête policière. Je fais juste une toute petite parenthèse. Tout a été, vous avez tout. Ce ne sont pas des images documentaires. Tout a été quasiment filmé, refilmé. Oui. Toutes les images vidéo, tout ça. Enfin, évidemment, au début, il y a 70 photos qui défilent, qui sont faites le 8 décembre 2018 par des photographes à l'époque. Et dans les vidéos, alors c'est dans les vidéos de la famille Girard, enfin on voit leur déambulation, où il y a quelques bouts de plans qui sont aussi des images préexistantes qu'on avait présélectionnées en amont pour s'appuyer dessus pour les images qu'on tournait nous, en sachant qu'on pouvait les mélanger. Oui, voilà, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Mais la majorité des images ont été des images que vous avez retournées. Oui, voilà, enfin toutes les vidéos où on voit où ils refont le parcours des policiers mis en cause, avec les affrontements, tout le parcours de la famille Girard, etc. Oui, tout ça, c'est nous qui l'avons mis en scène. Je t'ai interrompu. Non, je voulais juste revenir sur l'histoire des vidéos. C'est vrai que, quand ça m'a frappé aussi quand j'étais en immersion à l'IGPN, c'est de se dire, une fois qu'on a une image qui a l'air de montrer de façon indiscutable ce qui s'est passé, on a une vérité objective. Et en fait, non. On l'a parce que là, par exemple, dans l'idée du manifestant qui se retourne, selon qui regarde ça, y a un des enquêteurs qui va dire il se retourne pour voir ce qui se passe derrière lui, et l'autre qui va dire non, ça peut être interprété comme un geste menaçant, et puis après, évidemment, jusqu'à l'absurde quand les policiers sortent des explications fantaisistes pour justifier le coup de pied. Mais c'est ce qu'on a vu, vous avez parlé de Rodney King, mais plus récemment à Minneapolis, que ce soit René Good ou Alex Pretty, les images étaient quand même d'une évidence. Floyd, oui. Et jusqu'au sommet de l'État, c'était la négation. Non, c'est les victimes qui sont les agresseurs. Donc c'est vrai qu'il y a on a mis une balle dans la tête, là. Oui, il y a des gens qui ont dit non, mais elle était menaçante. Voilà, c'est ça. Donc le doute est là, quoi. Oui, mais il y a un côté un peu Rashomon dans le sens où, qui est un film de Kurosawa que vous avez peut-être vu, où c'est c'est une agression ou
une femme dit qu'elle a été violée, d'autres disent... Il y a tous les points de vue qui sont exposés successivement, et jusqu'à la fin, le dernier point de vue qui est celui de la mort, et voilà, et qui étend le prisme des vérités, c'est-à-dire que chaque point de vue est une vérité, et c'est d'ailleurs... Ou un mensonge, mais c'est ce que... je pense que c'est quelque chose qui a été reproché au film, mais... qui a pu heurter certains par rapport à ces violences policières, d'avoir aussi un point de vue qui, pas minimiserait, mais qui, le corporatisme de cette profession, qui atténuerait la responsabilité des forces de l'ordre. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui auraient aimé que le film soit plus à charge ou plus dans la dénonciation. Après... je pense pas, et certains ont dit oui, c'est trop neutre, etc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que pour moi, le film nomme les choses, mais montre, et de voir les policiers mentir ou c'est pas une justification de ce mensonge, mais c'est de montrer aussi les mécanismes qui sont en œuvre dans ce genre d'enquête, quoi. Oui, mais il y a deux personnages qui sont importants, deux personnages de femmes encore, la mère de la famille Girard et la comédienne dont j'oublie le nom, qui a joué dans Saint-Omer. Gus Lagi, Malanda. Qui a filmé, qui est cette femme de chambre. Et ce sont deux personnages qui ont un constat, qui portent l'impuissance. C'est-à-dire qu'ils savent très bien... C'est comme si le personnage de Léa Drucker portait une sorte d'espoir. Il y a un côté chevalier blanc comme ça. On va arriver, grâce à la procédure, parce qu'on fait les choses bien, à une certaine idée de la justice. Et ces femmes-là sont déjà désenchantées parce qu'elles savent très bien qu'il y a le poids du politique, il y a le poids de la hiérarchie, et elles le sentent intuitivement. Et ça, ces personnages, ils sont importants aussi, je trouve. Oui, bien sûr. Enfin, ils sont essentiels. Ils portent la vision pessimiste du film, oui, quoi. Oui, ils sont essentiels. Et en plus, le personnage de la femme de chambre de Gus Lagi fait aussi le lien avec les violences policières en banlieue. Tout à fait. Pour moi, c'était très important que ça soit présent aussi d'une certaine façon. Et c'est intéressant. Préparez vos questions. Hein. Mais c'est intéressant parce que le moment où Léa Drucker la suit, je me suis dit tiens, il y a vraiment une embardée de fiction dans le film, et je me suis dit tiens, le film bifurque. Je ne sais pas où ça va aller. Après, il revient dans la procédure, dans les rails et tout ça. Mais je me suis dit, il y a eu une tentation. Il y a une tentation de faire un autre film. Moi, je sais pas, je me suis trompé. Mais je pense pas que ce soit une tentation de faire un autre film. Disons que c'est un moment du film où elle est tellement, le personnage de Léa Drucker est tellement impliqué dans cette enquête qu'elle va commettre des transgressions, et les transgressions, forcément, en fiction, on aime bien ça, quoi. Et c'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté, parce que, de toute manière, même si aucun enquêteur me raconterait ça, puisque c'est effectivement hors des clous, mais c'est ce qui rend aussi le personnage intéressant. C'était aussi une façon de donner de l'importance à ce moment-là, à ce personnage d'Alicia, la femme de chambre, c'est-à-dire en la suivant, de l'accompagner. Alors ça résonnait avec quelque chose, ça venait de quelque chose que les enquêtrices de l'IGPN avaient dit à Dominique, qui était que ils avaient du mal à obtenir parfois des témoignages de gens qui avaient peur de la police. Et que, comme l'IGPN, c'est la police, ils ne voulaient pas se confier à la police. Et du coup, ça nous intéressait, cette résistance de gens éventuellement lucides ou blasés ou pessimistes, mais qui du coup disent « moi, je ne veux pas de problème ». Donc, le fait qu'on se dise il va falloir qu'elle aille la chercher, et la chercher jusque chez elle, et chez elle c'est pas là où elle travaille. C'était quand même une façon de dire, même par rapport à ce que disait Dominique, de l'importance des rapports aussi de la police avec les
de donner du poids, quoi. Enfin, alors c'est pas tant, enfin en tout cas dans notre esprit, une embardée de fictionnelle un peu. Voilà, ils ont enfin c'était très important pour nous. Alors après moi en plus j'étais très demandeur de ça parce que ça rejoint presque aussi la question par laquelle tu commençais sur le cinéma muet, tout ça, le fait de la suivre, enfin le découpage de toute la séquence dans le métro, le RER, tout ça, moi je trouve ça assez haletant. Il y a un mouvement tout d'un coup du film qui est un déplacement dans le temps presque, il y a quelque chose qui s'accélère et puis qui se... Voilà, c'est-à-dire qu'on est tellement dans le côté, les bureaux, les face-à-face, les tensions, les trucs, le fait que d'un coup, elle aille de nuit chercher truc, ça ouvre quelque chose, mais ça ouvre sur le reste du pays, quoi, pour moi aussi, enfin, puis de la population. Et puis il y a deux moments importants aussi par rapport à Léa Drucker, c'est encore une fois ces deux femmes qui lui dit je vais aller chercher les images chez moi, et elle lui dit mais je vous accompagne, mais pourquoi vous me faites pas confiance? Moi si vous me demandez de vous faire confiance et vous ne me faites pas confiance. Et il y a ce moment précédent dans le film, au moment du supermarché, où la mère de famille demande ses papiers à l'inspectrice. Et il y a une sorte de retournement des rôles comme ça, mais qui me dit que vous êtes de Saint-Dizier? Et il va falloir qu'elle lui donne ça. Et c'est intéressant de voir comment le contrôle, de dire mais ok, on décide, vous voulez qu'on fasse confiance à la police, mais est-ce que vous nous faites confiance? Il y a vraiment, il y a une demande de réciprocité comme ça, d'exemplarité. Et je trouve que le film montre à deux reprises comment le personnage principal est confronté à ça, à cette demande-là, presque un peu idéaliste aussi, de se dire on voudrait une police exemplaire, on voudrait une police vraiment... Parce qu'on en a besoin, il y a ce besoin-là. L'équilibre est possible, et que s'il n'existe pas, ça marche pas, enfin, ça devient injuste, quoi. Donc, et l'idée, justement, plus que la neutralité qui était cherchée, c'était plus une position de faire sentir qu'il y a un équilibre qui est possible, une réciprocité, un truc de rapport de confiance entre la population, sa police, tout ça, que les institutions l'ont prévu, puisque au sein de la police, il y a une police qui enquête sur la police, mais il faut que ça fonctionne. Oui, c'est ça, et ce que montre le film aussi, c'est que effectivement le personnage de Léa Drucker est un personnage, enfin une enquêtrice assez idéale d'une certaine façon, mais c'est pas pour autant que son enquête peut aboutir, parce que au-dessus il y a la pression de la hiérarchie politique, on ne veut pas se mettre les syndicats à dos, les politiques qui disent c'est une situation insurrectionnelle, il faut sauver la République, etc. Enfin, toutes les injonctions qui sont données aussi aux forces de l'ordre pour agir telles qu'elles agissent. Et tant qu'il y a cette pression-là, même si tous les enquêteurs et les enquêtrices de l'IGPN étaient parfaits, ça ne suffirait pas, quoi. C'est ça l'engagement du film. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui, je trouve qu'il y a hyper intéressant dans ce que vous dites, c'est que précisément le point de vue du film, on a dit, tu as parlé d'axe de neutralité, on parle de ça. Votre point de vue à vous sur le sujet des violences policières, qui est déjà un terme qui est mis en cause par pas mal de politiques. Violence policière, comme c'était deux mots qui s'annulaient, ou pas possible. Mais je trouve ça très intéressant, ce mouvement du personnage vers la banlieue, parce que l'endroit où le cinéma a vraiment travaillé dans la furie, dans la panique et dans l'engagement anti-politique, c'est la banlieue, quoi. C'est pour moi le plus beau film qui s'engage sur les violences policières de manière exceptionnelle, c'est Les Misérables de Lajli. D'une certaine manière, votre film, c'est une version, grâce à Paris, grâce à l'IGPN, grâce à ces scènes de bureau, une version, je dirais, décentrée de cette question qui se pose sans arrêt. Il y a aussi des images dans Les Misérables. Par contre, effectivement, on ne va pas reprocher à Lajli d'être timoré par rapport au point de vue, parce que là, tout pète, et on est d'un côté. Et vous êtes du côté d'un point de vue impossible, parce que du côté de Léa Drucker, ce personnage qui est l'IGPN, c'est quasiment le point de vue politique impossible. Son dilemme en permanence, sa volonté d'y aller, parce que quand même la question à la fin du film, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi.
C'est-à-dire que je pense que profondément, c'est un film politique. Il y a eu plein de films politiques dans les 70. Aujourd'hui, il y en a assez peu. Parfois même, les cinéastes disent bon, je fais un film sujet politique, mais je ne veux pas faire un film politique. La question que je poserais, s'il y a une question, ce serait ça, c'est quoi votre rapport avec ce qu'on appelle, puisqu'on a parlé beaucoup de cinéma de genre, et souvent on fait du cinéma de genre pour dire je suis du cinéma de genre donc je fais pas de politique. Alors, moi je pense que les deux vont ensemble, hein. Je pense que les grands cinéastes de genre font aussi de la politique, alors peut-être pas Hitchcock ou Lynch, enfin bon, je pense que Lynch, la dernière saison de Twin Peaks, c'est un des grands points de vue politiques sur notre monde, enfin je pense que en ce sens-là, tout est politique, mais c'est quoi pour vous cette question du cinéma politique en France aujourd'hui? Est à des lieux, ça n'a plus de sens, c'est plus comme ça qu'il faut poser, parce que quand même, je pense qu'il y a eu plein de débats. Je pense que la police, moi je me souviens un jour un policier à qui j'ai parlé de la haine de Kassovitz, il a failli m'arrêter et m'emmener. C'est-à-dire que les policiers, quand ils voient ces films, ils sont très touchés. Comment les policiers de l'IGPN ont vu le film et comment les policiers, je dirais, ordinaires. Moi, je me souviens, j'avais demandé récemment à un policier de venir dans ma classe, je suis enseignant, pour parler des policiers. Le policier m'a dit, il est hors de question que je fasse ça. Ma hiérarchie m'interdit de faire ça, je ne peux pas. Voilà, c'était sympa, on passait des films de policiers de Belmondo des années 80 à des films un peu plus sérieux. Lui montrer la représentation de la police, je veux dire où on en est par rapport à la réalité. Il y a aussi le devoir de réserve. Exactement, mais le devoir de réserve, il est totalement dans le personnage de Léa Drucker. Et puis bon, votre film de toute façon raconte, c'est pas les hommes du président, c'est pas la victoire de la démocratie, c'est l'échec de la démocratie, c'est un personnage défait, c'est sa défaite. Il y a plein de choses. Sur la question presque de la position impossible, pour moi c'est une position très inconfortable, mais d'un point de vue politique, je pense que les autres positions sont impossibles. Je pense que ça devrait... Enfin, c'est le truc de la démocratie, c'est le pire des systèmes à part tous les autres. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si Léa Drucker peut pas faire son travail normalement, il n'y a pas d'autre... Ça n'est plus la démocratie. Donc, mais y compris... qu'il y a une menace, une faille, une menace, mais que d'une certaine manière, évidemment que je comprends que Lajli, en faisant Les Misérables, fasse le truc, mais ça pose le problème, mais ça n'est pas la solution. D'une certaine manière, la solution, qui n'est peut-être pas définitive, il y a peut-être d'autres solutions à inventer, mais la solution de policiers qui enquêtent sur... ou en tout cas qu'on puisse enquêter sur la police, par des policiers ou par d'autres moyens de justice, est essentiel à la démocratie. Voilà, moi, En plus, moi, ce que je trouve totalement absurde, c'est... j'ai trouvé très belle cette fin et en même temps totalement pessimiste, c'est-à-dire elle échappe à une sorte d'enquête administrative parce qu'elle est trop impliquée, c'est-à-dire qu'elle est trop humaine, elle vient du même bled, elle a caché une information, mais donc la logique administrative et la procédurale va lui reprocher sa proximité avec... voilà. Et ce qui va faire en sorte que les policiers ne sont pas condamnés, c'est le bénéfice du doute. C'est-à-dire que les deux, on ne sait pas lequel des deux. Donc il y a deux aberrations comme ça, qui sont peut-être des pirouettes scénaristiques, mais qui... Non. Ah non, c'est... Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Non, j'en ai longuement discuté avec des magistrats. Ah oui, d'accord. Non, même c'est... Enfin, parce que quand je leur ai soumis les circonstances de ce tir, on avait prévu qu'en fait les deux tirs touchaient, un blessé grièvement à la tête et l'autre au torse, où ils avaient le droit de viser, quoi. Et en fait, les magistrats m'ont dit non, ça, si les deux tirs ont touché, on peut inculper les deux. Mais s'il y en a qu'un qui touche et l'autre non, là on peut pas parce qu'on sait pas lequel. Et donc c'est une espèce de truc un peu absurde, mais qui donc c'est vraiment comme ça, quoi. C'est pas nous un truc on s'est dit tiens on est super malin d'avoir trouvé ça. Désolé encore. Ce qui est intéressant avec Dossier 137, c'est que dans la mythologie du polar, du cinéma policier, généralement, le bœuf carotte, la police des polices, que ce soit chez des cinéastes comme Olivier Marchal, il est toujours présenté comme une figure antagoniste, comme l'empêcheur de tourner en rond, celui qui empêche d'accomplir la justice. Parfois, il est même beaucoup plus
corrompu on peut penser au cinéma de j'ai plus en tête Jiménez, voilà, Bac Nord ou même Novembre. Et ce qui est intéressant, c'est que là on a on peut aller plus loin, Melville avec ce personnage du grand boss qui emmerde Bourvil dans le cercle rouge. Ce qui est intéressant, c'est que oui, donc dans le dossier 137, donc le personnage de Léa Drucker, c'est peut-être un des rares personnages de Bœuf Carotte humaine qui, elle, ce qu'elle veut, c'est juste faire son travail et pas faire chier telle personne parce qu'elle est, en fait, elle est même beaucoup plus emmerdée que les flics du terrain. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a souvent dans la fiction, enfin c'est très juste ce que vous dites, je ne m'étais pas formulé, mais comme disait Dominique, la fiction aime la transgression, et donc on peut valoriser facilement les personnages qui... Et effectivement, le moment où elle désobéit un peu en suivant cette... On dit, ah oui, elle transgresse, donc ça intrigue aussi, la fiction aime ça. Mais on a besoin, nous aussi, dans la vie réelle, de gens qui sont scrupuleux, honnêtes, qui ne transgressent pas trop. Évidemment que l'humain, il aime aussi faire des choses interdites, et c'est super. Mais quand... sur des questions essentielles de démocratie, de justice et donc de police, le fait de rester dans les clous, d'être un truc, est souvent décrit par la fiction comme des emmerdeurs. Effectivement, au mieux, ils ennuient, et au pire, ils sont à la botte du pouvoir. Et c'est vrai que ça nous... Enfin, en tout cas, nous, on sentait que le fait de dire c'est quand même un rouage... essentiel, et même si c'est pas une héroïne flamboyante, il y a quelque chose d'héroïque à bien faire son travail quand on fait ce travail-là, et que ce qu'elle dit à un moment à son ex au truc de judo en disant si on est si tous les gens bien se cassent, il restera que les cons, quoi. Et c'est une vraie question. Et donc c'est un personnage quand même qui finit par le film en regardant des vidéos de chatons, comme ça Mère le faisait. Il y a un côté comme ça qui est complètement autant se lobotomiser en scrollant ou en riant bêtement sur des chats qui... c'est génial les chats. Mon collègue d'ailleurs qui est fan de vidéos de chats sur Instagram. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Et mais il y a un côté comme ça, d'émission heureuse, un peu paradis pour tous, quoi, de Jessua, un peu dystopique. Mais en même temps, elle regarde son fils, le regard qu'elle regarde à son fils qui... On sent dans le regard de son fils qui cherche un phare en disant mais moi je veux pas que tu arrêtes d'y croire, quoi, parce que si c'est ta défaite à toi, tout fout le camp, quoi. Il y a plus d'espoir, et je trouve que le film est très il y a une responsabilité de la génération, pour la génération, voilà, il faut tenir, quoi, le film est assez beau. Bon, on s'arrête là-dessus parce que sinon on pourrait parler. Voilà. Très beau. Merci à vous. Donc les livres, il doit en rester quelques-uns sur la table. On va faire la dédicace là-bas, vers la caisse.